Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et ce premier épisode d'ailleurs de En détente, le nouveau podcast qui va être dédié à l'entrepreneuriat à Barcelone. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, on accueille Thomas. Bonjour Thomas. Merci. Merci Bonjour à tous. toi d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? Alors moi je m'appelle Thomas Fromaget, j'ai 30 ans et je suis originaire de Nantes et ça fait désormais 4 ans que j'habite sur Barcelone. J'exerce deux métiers, je suis professeur en économie-gestion dans des établissements et je suis devenu depuis peu hypnothérapeute. Ok. Et donc ces deux activités, tu exerces en français à Barcelone ? C'est ça, j'ai un public francophone en face de moi, j'exerce à Barcelone ces deux métiers-là, en français avec un public francophone de manière générale. Ok, super. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur ton activité plutôt entrepreneuriale, donc le côté hypnothérapie. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? J'ai ouvert ma structure il y a un peu plus d'un an. D'accord. Tu t'es formé il y a combien de temps ? Alors je me suis formé à l'Arche, qui est une école du coup d'hypnose en France. J'ai commencé il y a 2 ans et j'ai passé tous les cycles en 6 à 8 mois à peu près. D'accord. Et donc du coup après le temps d'ouvrir la structure, donc de m'intéresser au statut juridique qui correspondrait le mieux à mon activité, il a fallu peut-être 6 mois pour vraiment débuter l'activité de manière officielle. D'accord, ok. Pourquoi tu as décidé d'exercer ici plutôt qu'en France ? J'imagine comme tu étais déjà ici aussi, mais... Alors je suis arrivé ici il y a 4 ans, c'était une opportunité professionnelle dans un établissement, donc en tant qu'enseignant. J'ai apprécié la culture, la mentalité et finalement le mode de vie de manière générale. Donc pour moi, créer l'entreprise ici et donc développer mon activité ici, c'était une évidence puisque je ne me voyais pas repartir en France. Et les personnes sont beaucoup plus axées sur le relationnel, sur l'humain, ce qui fait qu'ils apprécient bien la pratique et les nouvelles pratiques qui peuvent être développées. Donc ça a été plutôt bien perçu de ma création d'entreprise ici et ils sont plutôt friands de tester ces nouvelles pratiques. Et pourquoi tu as décidé de créer ton propre cabinet plutôt que d'exercer peut-être chez d'autres ? Moi, j'ai voulu mon indépendance, donc j'ai voulu être le gérant de A à Z, depuis l'idée jusqu'à la conception. Donc pour moi, il fallait que je puisse jongler entre ces deux activités. Ouais. Donc ça me permettait une plus grande liberté que de décider comment louer ou le cabinet ou comment justement consacrer cette demi-journée plutôt à l'enseignement ou plutôt à la pratique de l'hypnose, donc c'était pour moi important d'être indépendant là-dessus. Ok. Et est-ce que tu avais déjà eu une expérience entrepreneuriale avant ? Entrepreneurial, pas vraiment. J'ai la chance de donner cours de création d'entreprise depuis déjà quelques années, donc je suis au courant de toute la théorie et il me manquait plus que la pratique en fait. Il fallait que je mette en place tout ce que j'enseignais à mes étudiants. Donc j'ai eu la chance là-dessus puisqu'il y a quand même beaucoup de spécificités fiscales, sociales en France. Donc ces démarches-là, je les ai mieux vécues peut-être que certains entrepreneurs pourraient le vivre. Okay. Oui, tu dis en France parce que toi en fait les démarches fiscales, etc., tu les as faites en France malgré le fait que tu exerces en Espagne. C'est ça, je suis résident fiscal français, bien que je réside plus de la moitié de l'année à Barcelone puisque j'ai un contrat d'expatriation. J'ai encore en fait un contrat de rattachement avec la France et comme j'exerce dans des établissements francophones, donc qui ont juste des campus à l'étranger, je suis toujours rattaché à la France. Donc c'est vrai que ça m'a simplifié les démarches fiscales. Tout ce qui est administratif pour le lancement de l'activité et aujourd'hui pour le paiement des impôts est quand même facilité. Oui, parce que c'est rapide à créer une entreprise, mais après tout ce qui est comptabilité, c'est ça c'est beaucoup moins rapide. Seul à le faire. Ok, quels ont été tes plus gros défis au démarrage ? Plus gros défi, ça a été de jongler entre les deux activités. Puisque pour que la deuxième soit viable, il faut quand même injecter beaucoup d'argent en matière de communication, de marketing.
Et créer son entreprise, au début, ça coûte cher. Hein, il y a quand même des frais à prévoir. Peut-être que je les avais sous-estimés. Des frais insoupçonnés parfois, oui. Tout à fait. Donc, il fallait que je puisse garder une entrée d'argent. Parce que c'est vrai que ça a été compliqué pour moi de voir toutes ces factures arriver de conception de la création d'entreprise. Et pas forcément de rentrée d'argent, puisque le temps que j'avais, je l'investissais plus pour développer l'activité que pour consulter en hypnose. Donc ça a été de jongler entre les deux. Après ça se fait hein, et j'aime aujourd'hui mes deux activités, donc je suis ravi d'exercer les deux. Est-ce que tu as des exemples de frais insoupçonnés ou de frais auxquels tu t'attendais pas forcément? Tout ce qui est frais d'hébergement du site, de développement du site aussi. Et puis après, il y a le choix de faire soi-même ou de faire tout ce qui est logo, le web design du site internet. Et puis, il y a quelques cotisations à payer dès le début, la cotisation foncière des entreprises. Et puis très vite, il faut rentrer dans le bain de la déclaration d'impôt en fait. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'il est facile de se créer un réseau professionnel ici? Facile, oui, il faut juste s'en donner les moyens. Je dirais qu'il faut surveiller tout ce qui se passe en fait dans la ville, d'un point de vue communauté entrepreneuriale. S'il y a des événements, que ce soit le matin, le week-end, le soir, d'entrepreneurs qui peuvent vendre leur activité, la présenter, il faut être vraiment à l'affût de tout ça, puisque ce sont des personnes qui peuvent être des ressources, parce qu'elles sont passées, elles aussi, par le fait de créer une structure et de devoir se vendre de quelque manière que ce soit. Donc, elles peuvent être de bons conseils. Donc, je pense qu'il faut rencontrer des personnes qui sont jeunes entrepreneurs comme toi pour t'aider à te lancer et qui peuvent avoir des bonnes remarques. Avoir des exemples de personnes aussi qui ont réussi, qui peuvent te rassurer peut-être. Et c'est vrai que Barcelone, en plus, c'est assez vivant à ce niveau-là. Tout à fait. T'as des meetings, des regroupements de jeunes entrepreneurs, que ce soit anglophones, francophones. C'est une ville qui plaît pour l'entrepreneuriat et je comprends pourquoi, parce que j'en ai fait le choix aussi. Et c'est vrai qu'on peut se créer un bon petit réseau. Nous, on vend des soins, donc on n'est pas très aidé d'un point de vue marketing, puisque c'est subjectif, il faut que la personne elle veuille venir nous voir. C'est sûr, Donc c'est pas facile de se vendre. C'est compliqué de dire à quelqu'un oui, tu as besoin de cette aide, je le sais. Là où ça va être plus facile pour un produit ou, Tout à fait, ou des services plus classiques. C'est pour ça que c'est compliqué parfois de se vendre, donc de voir comment est-ce que les autres thérapeutes ou les autres accompagnants ont fait, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que je pense les réseaux à ce niveau-là peuvent peut-être aider, même si là encore, je pense que ça doit être compliqué de montrer ton travail parce que l'hypnose, par essence, tu discutes, tu peux partager des choses personnelles. Et c'est ça, on peut pas avoir le trépied en face de la personne et il faudrait lui demander aussi. Et puis c'est tellement subjectif et c'est tellement personnel. J'ai pas envie de casser la dynamique de la séance en disant excuse-moi, est-ce que je peux te prendre en photo parce que j'aurais besoin de publier. Non, c'est sûr, ça peut être délicat et malgré ça, il y a toujours des gens qui vont voir ta vidéo et qui vont pas y croire. Donc, bien sûr, c'est ça. Donc c'est vrai, c'est plus se faire connaître juste pour que quelqu'un se dise ah tiens, si tu as besoin d'un hypnothérapeute, j'en connais un. Et il faut jouer sur la curiosité en fait de la personne et pour qu'elle soit tentée de venir tester. Quels avantages ou inconvénients tu as rencontrés ici en tant qu'entrepreneur étranger? Avantage, c'est qu'il y a une grande communauté francophone, donc c'est vrai que pour créer ma patientèle, ça a été plus simple, puisque beaucoup de Français font le choix de l'Espagne de manière générale et donc de Barcelone, par sa proximité, j'ai envie de dire. C'est ça, la proximité. Inconvénient, c'est qu'on est toujours un petit peu loin des démarches administratives, donc on peut parfois sous-estimer la complexité administrative. Et comme on est à cheval sur deux législations parce que résident entre deux pays, c'est parfois compliqué de s'y retrouver. Ok. Est-ce que tu t'es entouré d'autres entrepreneurs français au début ou plutôt à l'inverse des locaux? Je dirais les deux. J'ai essayé de contacter tous mes confrères et consoeurs dans ma pratique de l'hypnose, puisqu'on est quelques-uns ici sur Barcelone, pour être accompagnés au mieux en termes de statut juridique, ce qu'eux avaient fait comme choix, comment est-ce qu'ils se vendent, pour essayer d'harmoniser un peu nos pratiques. En même temps,
je vois pas la concurrence d'un mauvais œil. Moi, je Ouais. considère que c'est plus des confrères et des consoeurs et on a tout à gagner à bien s'entendre et au contraire à ne pas se tirer dans les pattes. C'est sûr. Ce qui fait que j'ai évolué aussi sur un marché un petit peu de niche, puisque en étant enseignant, je me suis spécialisé envers les enfants, les jeunes adultes et adolescents. Ok. Donc c'est un marché que eux prenaient peu. Et moi, c'est une cible que je connais bien. Je sais leur parler, je connais leur langage, Ouais, leur ça, code. Ça s'allie parfaitement avec C'est ton ça. autre métier. Donc c'est une passerelle que je suis en train de prendre et Ah, je suis c'est ravi de ça. super intéressant parce que c'est vrai que moi j'avais jamais entendu parler d'un hypnothérapeute qui s'était spécialisé dans ce type de clientèle. Aussi parce que déjà on peut se dire les adolescents par essence ils vont pas vouloir aller chez un hypnotiseur Totalement, ouais. et alors que parfois c'est vraiment un moment charnière vraiment dans Et clairement, la vie de quelqu'un. c'est le début Ça de tout. peut Hein. être- c'est ça. Ça peut même éviter des problèmes Plus tard. qu'ils peuvent avoir après. Qu'il faudrait traiter plus Et- tard. Non, tout est question de dialogue en fait, de dialogue avec eux. Il faut savoir leur parler et il faut poser les beaux mots aussi. Hein. Ne pas parler de problèmes ou de problématiques parce que voilà, à cet âge-là, ils considèrent que tout va bien Ouais, et qu'il ne faut surtout pas leur dire Ouais, faut pas les braquer. qu'ils sont pas comme les autres, quoi. Ouais. Parce que Et- eux, ils essayent de rentrer dans le moule du parfait adolescent, quoi. Ouais, c'est sûr. Et t'as dit enfants, est-ce que t'as vraiment des enfants qui viennent te voir? Ça m'arrive d'avoir quelques consultations. Alors, en dessous de 5-6 ans, c'est parfois compliqué, hein, puisqu'il faut quand même qu'ils aient la possibilité de se concentrer et d'être attentifs sur ce qu'on leur suggère. Donc, à partir de cet âge-là, ouais, c'est possible. Ok, c'est intéressant parce que tu vois, j'aurais pas pensé qu'ils puissent être à l'écoute ou même que tu puisses agir de la même. Enfin, du coup, j'imagine que ça doit être différent. Non, voilà, ouais, clairement. Sur leur inconscient. C'est ça, les sessions sont plus courtes parce que capter leur attention pendant 1 heure, c'est impossible. Je demande la présence aussi des parents, forcément, comme c'est des mineurs, ça rassure les parents, puis moi, ça me réconforte aussi en matière légale. Et puis, du coup, on va travailler différemment. Ça va être sur les émotions avec des gommettes de couleurs ou ça va beaucoup être plus créatif et ludique en fait comme activité. Ouais, okay. Mais ça fonctionne bien aussi. Hein. De toute façon, le cerveau commence à se développer très jeune et déjà peut se rendre compte que là, il y a une faille et qu'il y a quelque chose à améliorer. Ouais. Et les adolescents, est-ce que eux aussi, tu demandes à ce qu'il y ait les parents ou c'est un peu toujours, délicat? ouais. Alors après, je peux demander éventuellement aux parents de sortir, mais déjà toute la phase d'amnanèse, donc qui est le début de la découverte de la problématique. J'aime bien que les parents soient là, parce que l'hypnose, ça fonctionne de façon à ce que le cerveau doit être conditionné à être prêt à vivre une transe hypnotique. Et donc, si c'est la maman qui a demandé à son enfant de venir et que lui ne veut pas, ça ne marchera pas. Donc, il faut que l'adolescent soit aussi pleinement actif et conscient du travail qu'il va y avoir à faire. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux sons de cloche, de voir comment est-ce que le jeune perçoit sa problématique, comment est-ce qu'elle est perçue par les parents. D'accord. Ouais, non, ça doit être super intéressant, franchement. À quoi ressemble une journée type pour toi? Une journée type, alors j'en ai pas. Ça dépend, j'essaye de gérer mon emploi du temps par demi-journée. Donc, je vais avoir soit une demi-journée d'enseignement, du coup, en établissement, soit une demi-journée de consultation d'hypnose en cabinet, très souvent. Puisque c'est des métiers que j'aime à regrouper et que je considère qui peuvent être complémentaires. Mais c'est vrai que c'est quand même différent aussi dans la posture à tenir. Donc je me lève le matin pas de la même façon en fait, si je dois aller au cabinet ou si je dois aller donner cours. Je comprends. Donc pas de journée type, ça serait plutôt des demi-journées type, soit le professeur, soit le thérapeute. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton activité? Le retour, je dirais, des patients, savoir qu'on leur sert à quelque chose, quoi. Il y a une plus-value à ce qu'on apporte. Et je dirais c'est ça. C'est tellement gratifiant d'avoir un patient, se sentir utile. Tout à fait. Tu aides vraiment quelqu'un, peut-être parfois dans des vrais problèmes. C'est parfois très lourd des problématiques douloureuses du passé et c'est super gratifiant de savoir qu'on a servi à quelque chose pour qu'aujourd'hui la personne aille mieux. Oui, surtout d'avoir cette capacité aussi de pouvoir le faire parce que parfois, même des proches ou quoi, tu as envie de les aider mais tu n'as pas forcément les armes pour. Ouais, et puis la proximité est compliquée quand on connaît trop et là en fait quelqu'un d'extérieur peut aider, c'est beau je trouve. Ouais, tu as des exemples de cas que tu peux dévoiler, bon pas des trucs trop graves. Ouais, alors c'est compliqué mais oui, c'est
des améliorations de vie. Alors suite à une perte d'un être cher, ça c'est compliqué. Enfin, d'accompagner le deuil, c'est très compliqué. D'accompagner les traumatismes de l'enfance aussi, très compliqué. Mais finalement, parfois pour gérer un trauma, il faut aller le revoir de près. Et donc là, c'est très douloureux. C'est pour ça qu'on a des boîtes de mouchoirs dans toutes les salles. D'accord, c'est vrai que les sessions sont parfois très compliquées. Mais voilà, et il faut aller le voir de près pour peut-être l'accepter et considérer que ça appartient au passé. Et donc après, 2-3 jours après, recevoir un message en disant voilà, je suis beaucoup mieux aujourd'hui. C'est fou d'avoir un effet aussi rapide. Ouais, ça peut aller très vite. C'est impressionnant. Franchement. Quel conseil donnerais-tu à un Français qui veut lancer son activité à Barcelone? D'oser le faire. C'est vrai que c'est pas tout le temps facile. Je dirais, pour oser le faire, il faut s'intéresser à la réglementation et à la législation en vigueur dans les deux pays, parce qu'il faut vraiment... Moi, je me suis fait accompagner par des avocats fiscalistes pour savoir à quel pays j'étais vraiment rattaché, parce qu'on entend tout et son contraire. Donc, se renseigner sur la réglementation. Et puis, une fois que c'est bon, il faut y aller, quoi. C'est vrai que ça va nécessiter du temps, peut-être un peu d'argent, mais... c'est beau de se sentir indépendant et puis de créer sa structure, quoi. Je suis ravi d'avoir réussi à le faire. Et après, c'est vrai que moi j'étais aidé parce que tout le contenu, je le maîtrisais. Ça peut faire peur et j'en ai conscience qu'aujourd'hui, quand on ne connaît pas les seuils de TVA, quand on ne connaît pas les aides dont on peut bénéficier, on n'est pas à l'abri d'un redressement fiscal ou social, quoi. Parce à éviter, Donc se faire accompagner. Se faire accompagner ou alors bien se former avant de se lancer. C'est vrai que maintenant le réflexe c'est un peu d'aller sur ChatGPT pour tout ce qui est administratif. Et tout n'est pas bon, quoi. Oui, et puis tout n'est pas applicable à ton cas parce que c'est du cas par cas aussi. Donc, Puis il suffit de ne pas lui présenter que tu habites dans un autre pays et que tu es peut-être régi par aussi une autre législation et finalement tout est faussé. Donc, se méfier de tout ça. C'est pour ça que moi, j'avais pris à cœur de rencontrer des thérapeutes parce que j'ai beaucoup appris des échanges avec eux. Ouais, donc aller voir aussi les personnes qui font déjà la même chose que toi. Est-ce que tu aurais des erreurs à éviter absolument? Des erreurs... faire attention à toutes les arnaques sur Internet et par courrier, parce qu'à partir du moment où vous créez votre entreprise, vous êtes enregistré, vous avez un numéro, un SIRET, qui fait qu'ils obtiennent votre adresse, l'adresse du domicile fiscal, en fait, l'adresse du siège. Et donc du coup, moi j'ai reçu des tonnes de papiers, des publipostages qui étaient totalement faux, qui me demandaient de payer des sommes astronomiques pour être référencé dans le journal officiel. Et en fait, en cherchant bien, c'était des arnaques, quoi. Et comme du coup, ils ont nos adresses parce qu'on devient un peu une personnalité publique, on devient une entité publique, c'est un petit peu une violation aussi de notre vie privée, quoi. Donc il faut faire attention à toutes ces arnaques parce que... bien les distinguer parce que du coup, ça peut vite te donner envie d'un peu ignorer le vrai courrier. C'est ça. Et puis, au final, il faut vraiment se renseigner parce qu'il y a des charges à payer, des cotisations, ça c'est sûr. Notamment, je pense à la CFE, la cotisation foncière des entreprises, qui tombe à chaque fin d'année. Donc moi, quand je l'ai reçue, je savais parce que je l'enseignais qu'il fallait que je la paye. Et il y a possibilité d'être exonéré les premières années. Et par contre, je me rappelle plus quel courrier j'ai reçu. Je me suis dit, c'est quand même bizarre ça. Et pourtant, le courrier était bien avec le drapeau français, République française. C'est ça. Pour moi, tu vois le drapeau français, c'est bon. Oui, l'enveloppe était bien cachetée et puis ils avaient la bonne adresse, quoi. Donc je me suis dit, puis c'était marqué, vous venez de créer votre entreprise, donc ça faisait vrai, quoi. Ils sont forts. Mais ils sont très forts. Et c'était une centaine d'euros que je devais envoyer sous 15 jours, quoi. Donc faire attention à toutes ces arnaques. Bon à savoir. Et là, du coup, ton statut actuellement... Je suis micro-entrepreneur. Micro-entrepreneur, ok. C'était auto-entrepreneur jusqu'à il y a encore quelques années, et là maintenant, le nom exact, c'est micro-entrepreneur. Ok. Et donc ce serait un peu l'équivalent de Autonomo ici. Tout à fait ça. C'est vraiment celui qui peut s'engager seul, sans capital de base. Je n'ai pas apporté d'argent au départ de mon activité. Et il y a une dissociation des biens personnels et professionnels. Je veux dire, si demain mon activité ne marche pas, ils ne vont pas venir récupérer ma voiture ou mes meubles comme on voit dans les films.
Non, c'est vraiment une séparation des biens. Ouais. Ok, ouais, si tu fermes, tu fermes. Et voilà. C'est le meilleur régime, c'est le plus simple quand on veut se lancer dans quelque chose. Bon, après, il faut faire attention à ne pas dépasser un certain seuil de chiffre d'affaires, bien sûr. Sinon, il faudra passer peut-être sur un autre régime. Mais pour le début d'activité, c'est l'idéal. C'est l'idéal, ok. Parfait. Est-ce que tu as vécu un échec ou des moments de doute qui t'ont particulièrement marqué? Les départs d'activité sont compliqués parce qu'il y a beaucoup de sorties d'argent à prévoir. Et pas du tout d'entrée d'argent, parce que personne ne vous connaît, donc personne ne vous contacte, donc c'est compliqué. Quand il faut avancer les premières factures. Moi, j'ai eu la chance de me faire accompagner par une équipe géniale de web designers, de graphistes, de dessinatrices pour justement faire mon logo, faire mes dessins sur mon site, et puis faire mon site internet. Donc j'ai eu la chance d'avoir des factures allégées, mais c'est vrai que ça peut coûter très cher. Au départ, puis se faire connaître, les premières communications, les premières pubs, les premiers visuels peuvent coûter très cher. Tu avais un capital de base, des économies ou tu... Oui, j'avais des économies sur lesquelles j'ai un petit peu pioché, enfin dans lesquelles j'ai un peu pioché. Si tu as juste ton salaire, ça peut être peut-être compliqué. Tout dépend du salaire que tu as, mais c'est vrai que en lançant son activité, il faut savoir que ça va coûter un petit peu au départ. Moi, de toute façon, je sais que je ne vais pas être rentable avant un certain nombre d'années parce que si je compte aussi la formation d'hypnose qui m'a coûté des milliers d'euros, je ne suis pas prêt de rentabiliser tout ça. Donc, mais c'est pas grave, je le fais pas pour l'argent. La formation, tu le vois pas aussi comme quelque chose à rentabiliser, non, ça t'a apporté personnellement. C'était un investissement personnel et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je peux pratiquer. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais c'est sûr que ça fait partie des sommes qu'il faut injecter au départ de l'activité. Oui, c'est ça. Donc, tu fais pas forcément pour l'argent, mais c'est vrai qu'après il faut pouvoir vivre quand même convenablement. Il faut trouver son juste milieu, il ne faut pas être trop gourmand parce qu'au départ d'activité, vous ne pouvez pas non plus proposer des tarifs qui sont trop élevés parce que vous n'êtes pas connu et il faut que ça soit cohérent. Le nouveau qui arrive sur un marché ne peut pas non plus être beaucoup plus cher que les autres parce que sinon il faut qu'il apporte quelque chose de différent. C'est ce que j'essaie de faire, d'apporter une hypnose et une pratique un peu jeune, moderne, dynamique et puis ce marché de niche auprès des jeunes. Mais il faut rester cohérent avec la pratique aussi. Oui, c'est vrai que pour des jeunes, avoir quelqu'un de jeune aussi en face, ça peut aussi un peu démystifier la pratique. Oui, tout à fait. Et permettre d'être plus facilement en confiance qu'avec quelqu'un de plus âgé. Oui, c'est l'objectif, j'essaie vraiment de jouer là-dessus. Où est-ce qu'on peut suivre ton activité ? Alors sur mon LinkedIn avec mon nom et prénom, sur mon site internet, j'essaie de le modifier de façon à ce qu'il soit... En description. Ouais, vous le mettrez, parfait. Parce que là, je vais proposer des séances d'auto-hypnose. Je vais essayer de faire aussi des sessions d'hypnose pour des groupes de jeunes sur l'approche d'un examen, par exemple passer le permis ou passer le baccalauréat, c'est hyper intéressant. pour vraiment permettre que ça coûte moins cher, puisque ça sera des séances groupées, donc pas individuelles, et pour leur permettre de déstresser, de gérer leurs émotions à l'approche d'un examen notamment. Ça peut être pratique ça, parce que c'est vrai que le permis notamment, moi je me souviens que c'est un gros moment de stress. Très anxiogène, moi aussi ça l'était à l'époque. Apprendre à le gérer, ça peut être utile pour ça et puis pour plein d'autres choses après. Puis certains jeunes se mettent des pressions monstrueuses et puis les parents parfois n'aident pas derrière. Donc non, ça va être l'objectif de développer ça dans les années à venir, donc des formations de groupe sur des thématiques qui sont très attendues chez notre jeune public, Et puis voilà. Non, c'est hyper intéressant parce que j'ai pas l'impression d'avoir déjà entendu parler de ce genre de pratique, même en groupe, tu vois, j'aurais jamais pensé que ça puisse se faire. Et pourtant ça fonctionne bien. Alors on parle pas de salles entières de 200 personnes, mais des petits groupes comme ça, même en visio d'une vingtaine de personnes, c'est faisable. Et là je suis en train de me former aussi à la cartomancie, donc à la lecture de cartes, et à la numérologie, pour essayer de comprendre le sens de tous les chiffres. Donc ça aussi c'est des pratiques qui vont être ajoutées. Développer ton spectre. C'est ça, je développe mon spectre total en fait, et c'est bien, via l'astrologie, via la numérologie. Et donc ça sera aussi bientôt disponible sur mon site en tout cas. Ok, super. Alors pour clôturer cet épisode, si tu avais un seul conseil à donner aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ce serait quoi ? D'oser le faire. Faire. On n'a qu'une vie et on a la chance en fait que si ça marche pas, c'est pas grave. Enfin, moi je le verrais pas comme un échec si demain je devais
cesser mon activité. Un échec peut-être personnel, mais il y a tellement eu de bons moments aussi et c'est tellement gratifiant aussi de se dire que aujourd'hui on a notre propre structure, on est pleinement indépendant, que ça vaut le coup d'être vécu. Ouais. Et je pense que quand on s'en donne les moyens et qu'on est bon dans ce qu'on fait, il y a moyen que ça fonctionne, il y a de la place pour tout le monde. Moi j'ai toujours dit qu'il y avait les suiveurs et les meneurs. Moi j'ai toujours voulu être meneur, j'ai toujours eu du mal à ce qu'on me donne beaucoup d'ordres. Ouais. Donc je savais qu'à un moment donné il fallait que je sois mon propre chef. Si tu l'avais pas fait, t'aurais peut-être eu des regrets. Ouais, tout à fait. Si tu sais que quelque part t'as cette envie, parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout. Il y en a qui n'ont pas. Ça leur va très bien. Mais si t'as l'envie et que tu le fais pas, c'est vrai que c'est un peu dommage. Ouais, tout à fait. Puis aussi de voir des personnes qui l'ont fait et qui ont réussi. À qui ça réussit, ouais. Ça peut être. Et moi, c'était un objectif. Je m'étais toujours dit, avant 30 ans, tu seras chef d'entreprise. Et donc, j'ai créé mon entreprise à 29 ans. Donc, c'était vraiment, il était temps. Et là, je me suis dit, c'est bon, quoi. Et justement, en parlant de la numérologie, parce qu'on a 9 années qui se suivent. Et moi, j'étais en année 1, l'année où j'ai créé mon entreprise, qui est l'année du développement. Et c'était l'année, il fallait absolument que ça soit celle-ci. C'est un nouveau départ et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça fonctionne parce que si on y croit un peu à tous ces alignements de planètes et tout, c'était l'année parfaite pour le faire. Donc j'ai attendu que l'année 9 se termine, qui était l'année du bilan de mon ancienne vie, pour que l'année d'après, la nouvelle. Donc 2024, c'était l'année du lancement. Ouais. Ok, en tout cas bravo. Merci. Félicitations, on te souhaite que ça ait plein de succès. J'espère. Et merci en tout cas. Merci à toi. D'avoir témoigné pour ce premier épisode. Merci à vous d'avoir regardé et puis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao!